Christian, tu veux répondre à une auditrice qui Oui, te demandait récemment de nous raconter un phénomène qui a allumé ta passion pour le oui. paranormal. On s'entend, Marie-Claude, généralement, je ne la raconte pas, cette histoire-là, parce que ça ne me sert pas toujours. Je pense que des gens, ceux qui veulent croire au paranormal, ont tendance à la récupérer, à la monter en épingle pour dire, ah, voilà, le paranormal existe. Il y a cette histoire, et si Christian Page la raconte, ça doit être vrai. Et d'un autre côté, il y a les détracteurs qui, là aussi, choisissent ce qu'ils veulent bien de cette histoire-là pour essayer de dire, ben, vous voyez, ce type-là est complètement fou. C'est bon. Fait que ça ne me sert pas toujours d'en parler, donc j'essaie minimalement de réserver cette communication, ces échanges-là, de manière plus privée. Mais pour toi, je vais le raconter. Ben merci. Mais on va s'entendre. Je vais te la raconter si, mais au moment où on va arriver à la pause, si je n'ai pas terminé, tu vas me laisser terminer dans la deuxième partie. Promis. OK, parfait. Promis. C'est une belle demande. Oui, parce que je ne veux pas la raconter que ce soit réduite À à moitié moitié, ou... puis que Ouais. les gens... Bon. Ouais. Donc, je te M- ramène à cet événement-là. Mais je veux juste rappeler aux auditeurs que c'est important parce que dans le fond, tu nous expliques ce qui a allumé ta passion, Tout à une fait. vie. Tout à fait. En fait, comment j'ai construit ma vie sur un mensonge, en fait, c'est un peu ça. Et, et tu vas comprendre pourquoi je t'ai dit ça. Donc, cette histoire-là, ça va faire 50 ans dans quelques jours, hein. On est le 13 juillet 1976. Le petit bonhomme que je suis à ce moment-là, j'ai 13 ans. Faut quand même le dire, je n'ai absolument aucun intérêt pour le paranormal. Je suis à peu près comme tous les adolescents des années 70. Là. Moi, à cette époque-là, les gens qui m'ont connu te diraient, ben, il y avait deux patients à l'époque, Elvis Presley puis les filles. Prenez pas sûr laquelle était la première. Donc, tu vois un peu, là, c'était ce qui me définissait. Et j'habitais Saint-Jean-sur-Richelieu à l'époque, et j'avais des amis qui habitaient Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, petit village près de la frontière américaine, à peu près une vingtaine de kilomètres au sud de Saint-Jean-sur-Richelieu, et qui relie, en fait, il y a la route 223 qui relie les deux municipalités. Donc, 2 à 3 fois semaine, durant la période d'été, j'allais visiter ses amis. On faisait de l'autostop. C'était très courant à l'époque de À faire de 13 ans. l'autostop pour se déplacer, là. Donc, c'était le 13 juillet 76. J'avais passé une partie de la journée avec des amis. Et je retournais chez moi. Donc, on a, pour avoir une vision un peu géographique, Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, c'est comme à peu près tous les petits villages, hein, en région rurale. On a un centre-ville qui est un dépanneur, une école et une église. Et dès qu'on commence à sortir de ce centre-ville, entre guillemets, bien, les réverbères s'éloignent les uns des autres et on tombe dans une région, une zone plus sombre. Et géographiquement, on a une route asphaltée, du gravier de chaque côté, de profonds fossés, et de chaque côté, on a des terres agricoles qui s'étendent. Donc ce soir-là, l'heure, il devait être quelque chose entre 21h30 et 22h. Je n'ai pas regardé ma montre, mais on sait que la nuit était complètement tombée. Et à ces heures-là, ben, durant cette période, le 13 juillet 76, en plein juillet, le soleil se couche vers 21h à peu près. Donc la nuit était complètement tombée. C'était une soirée assez venteuse d'ailleurs. C'est un détail assez important. J'entendais, hein, je marchais, je faisais de l'autostop, j'entendais le bruit du vent dans les arbres, là. Juste comme parfois avant un orage, on entend ce vent. Donc, je marchais, j'étais un peu j'étais à la sortie du village de Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix. J'étais un peu dans la zone sombre, hein, donc moins bien éclairée par les réverbères. Une voiture arrive, et là, écoute, je fais aussi une pause pour te dire, on ne raconte jamais un événement. On raconte toujours le souvenir que l'on a d'un événement. Donc, je te raconte le souvenir que j'ai de cet événement. Donc, alors que je suis sur la route, il y a une voiture qui s'amène. Et comme elle arrive à peu près à ma hauteur, alors que je suis éclairé par les phares de la voiture, je me retourne puis je tends mon pouce. Est-ce que le chauffeur me voit au dernier moment? Est-ce qu'il veut m'effrayer pour me dire que je suis trop sur la chaussée? Peu importe, il donne un coup de volant. La voiture se cabre légèrement. La roue arrière, rappelle-toi, à cette époque, c'est des grosses voitures américaines. On disait à traction arrière, là, en fait, une propulsion, Propulsion, oui. propulsion arrière. Donc, une des roues tombe dans le gravier et la voiture se met à déraper. Je vois la voiture qui fonce sur moi. Je sais à ce moment-là que c'est inévitable. Je vais être frappé par la voiture. Là, je retiens mon souffle au moment de l'impact. Et crois-le ou non, comme la voiture arrive, je suis soulevé du sol. Évidemment, on pourrait dire il a sauté par-dessus la malle arrière de la voiture. Je n'ai pas eu l'impression de sauter. J'ai vraiment eu l'impression
que la gravité avait cessé d'exister. J'ai décollé du sol, tout simplement. Et je me suis élevé à peu près à 2 mètres au-dessus du sol, sans avoir l'impression d'avoir sauté. Mais on est d'accord, là, j'ai pu sauter, là, on s'entend bien, là. Mais je te raconte le souvenir. Oui. Je décolle et je suis à 2 mètres du sol. J'ai même le temps de voir la malle arrière de la voiture passer sous mes pieds à ce moment-là. Et je me rends compte que c'est, entre guillemets, impossible. Une fois que la voiture était passée, je suis retombé dans le fossé qui bordait la route. Mais pas tombé, c'est un peu comme si j'étais tombé avec un bungee, là. C'est-à-dire que je suis arrivé au bout de l'élastique, j'étais comme déposé dans le fossé. Et là, le temps de me relever, je vois la voiture qui a retrouvé son aplomb sur l'asphalte et qui s'éloigne. Je vois les phares arrière de la voiture qui s'éloignent dans l'obscurité. Je ne sais pas si le chauffeur a vu ce qui s'était produit ou peut-être n'en a-t-il jamais été conscient. Il continue sa route. Je me relève. Et la prochaine étape, parce que là, on vient de passer l'étape 1, l'étape 2 se fait en quelques secondes. C'est plus long pour moi de la raconter que de la vivre sur le terrain. Au moment où je me relève, il y a 2 choses qui me frappent. Je n'entends plus le vent dans les arbres. Le vent, en fait, je ne sais plus si j'entends encore quelque chose. Et j'ai la sensation de présence autour de moi, qu'il y a des gens. Et au même moment où je me dis ça, je sens des mains qui se jettent sur moi de manière agressive. Pas violente, mais agressive. Donc, des mains qui me jettent face contre terre dans le fossé. Il y a des mains qui me saisissent autour des bras, à la hauteur des épaules à peu près, et d'autres mains qui se referment sur mes chevilles. Et on me soulève du sol. J'ai beau tourner la tête à gauche et à droite, je ne vois personne. Et là, donc, ces mains me saisissent, me soulèvent du sol. Je ne suis pas comme sur un tapis volant, là. Je suis à peu près, disons, pour les gens qui nous écoutent, à peu près à 2 pieds du sol, là, donc à peu près à 45 cm, quelque chose comme ça, 60 cm, pardon. Et là, ces mains, peu importe, m'amènent dans le champ qui borde la route. Donc, un champ, je dis souvent à la blague, c'est un champ de maïs, là, un champ de blé d'Inde. Mais en réalité, c'est un champ qui avait été laissé en friche. Et donc, il y a un mouvement d'oscillation, hein, de haut en bas, de gauche à droite, comme si quelqu'un me transporte. Hein, je ne vole pas comme Superman, là. C'est ça, Et Gab. donc, on m'amène dans le champ. Et j'ai beau tourner la tête, je ne vois personne. Et j'entends une première voix. Elle vient de mes chevilles, comme s'il y avait l'agresseur qui me tenait par les chevilles. Il dit, avec une voix qui est un peu comme, je dis souvent, ça ressemblait à une voix quand on parle en se gargarisant. Hein. Il y avait une espèce de trémolo dans la voix. Cette première voix dit, on va le tuer, on va le tuer. Et une seconde voix qui est devant moi, qui n'est pas celle qui me tient par les épaules, mais écoute, je t'en parle, puis j'ai l'émotion encore de cet événement-là. Et c'est comme s'il y avait un éclaireur devant moi qui dit « Non, on va seulement lui faire peur, seulement lui faire peur. » Et à nouveau, la personne qui me tient par les chevilles, et j'ai l'impression que la voix vient de la hauteur de mes chevilles, comme si c'était une petite personne, un nain, qui me tenait par les chevilles. Répète à nouveau « On va le tuer, je veux le tuer. » Et à nouveau, la voix devant moi qui dit « Non, on va seulement lui faire peur. » J'ai été déplacé sur une distance, je dirais peut-être d'une trentaine de mètres, ce qui est beaucoup 30 mètres. Hein, c'est 100 pieds, là, entre le fossé et le champ. Et là, on me recouche sur le sol. J'ai toujours été face contre terre. Mais là, on me dépose sur le sol. Je sens une pression entre mes omoplates. Je m'attends à recevoir un coup sur la tête ou quelque chose. Et tout s'arrête. Je me retourne. Je suis assis dans mon champ de friche. J'ai perdu une chaussure en cours de route. Je suis à 100 pieds du fossé. Mais il n'y a absolument rien. Et je constate que j'entends à nouveau le vent dans les arbres. Donc, une fois que je me relève, là, je gagne la route. J'ai marché les 20 km jusqu'à Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai pas refait de pouce. Je suis arrivé aux petites heures du matin. Et le même jour, ou le lendemain, je suis allé à la bibliothèque municipale et là, j'ai demandé au bibliothécaire, avez-vous des livres sur les fantômes ou des trucs comme ça, surnaturels? J'avais aucun intérêt pour ça. Et là, il me dit, ah oui, on en a.
bibliothèque, rangée 23. Et j'arrive à la rangée 23, moi je m'attends à voir 2 ou 3 ouvrages sur le sujet. Et là, je découvre toute une gamme de livres, Triangle des Bermudes, Monstres du Loch Ness, les ovnis, tout le reste. Un univers s'ouvre à moi. C'était comme si on m'appelait. Et à partir de là, je deviens obsédé par le paranormal. Entendons-nous, c'est une obsession. Je ne parle que de ça. Même, je devais être assez agaçant pour mes amis de l'époque. Je ne parlais que de ça. Je n'avais qu'une obsession, cette histoire-là. Est-ce que tu leur avais raconté l'histoire que tu nous À racontes quelques-uns, aujourd'hui? proches OK. de moi, les proches de OK. moi, je les ai raconté ça. Donc, ils comprenaient un peu cet intérêt. Et on avance assez rapidement dans le temps, quelques années plus tard. Là, à ce moment-là, je considère que l'expérience, elle est telle que je te l'ai racontée. Donc, j'ai le souvenir précis de cet événement-là. Quelques années plus tard, on est à la fin des années 70, début des années 80. Je te rappelle que l'événement date de 1976. Je suis chez moi. Je regarde un film à la télé. C'est un film de fin de soirée, un film d'horreur. Évidemment, je regarde tout ce qui touche ce sujet-là. Et là, on présente un film qui s'appelle Les créatures de l'ombre. C'est le titre du film en français. En anglais, c'est Don't Be Afraid of the Dark. C'est un film, un téléfilm tourné pour la télévision en 1973. Et à un moment donné, bon, c'est une dame qui ouvre une cheminée, puis elle libère des petites créatures dans la maison où elle habite. Et les petites créatures n'ont plus qu'un objectif, amener cette femme dans leur antre, parce elle les a libérées. Et les créatures se promènent dans la maison, ils l'appellent « Sally, viens avec nous, viens avec nous ». Et à un moment donné, il y a une scène où 2 créatures sont sur le plancher de la salle de bain alors que la dame est sous la douche. L'une d'elles tient un rasoir coupe-chou, les fameux rasoirs droits. Elle la tient et elle dit à sa collègue « Je vais la tuer, je vais la tuer ». Et l'autre de répondre « Non, on va lui faire peur, on va lui faire peur ». Moi, devant mon téléviseur, je suis choqué. C'est exactement les mêmes mots, le même phrasé, la même vibration dans la voix. À ce moment-là, je me dis, ça ne peut pas être un hasard. Mais comment est-ce possible? Il me faudra des années pour comprendre. En fait, bon, en vieillissant, ça donne une littérature. Je me tourne davantage vers une littérature scientifique et tout le reste, et je découvre qu'il existe un phénomène qui s'appelle la cryptomnésie. C'est la faculté que notre cerveau a d'enregistrer de l'information à notre insu. Et à un moment donné, traumatisme, les émotions, peu importe, cette information-là va ressurgir. Le bon sens, c'est de se dire que quelque part entre 1973 et 1976, date de l'expérience, j'ai dû me trouver quelque part où le film jouait à la télé dans une autre pièce. J'étais peut-être dans la cuisine avec des amis, le film jouait au salon, et cette phrase-là, pour des raisons inconnues, mon cerveau l'a enregistrée. Et le soir du 13 juillet 1976, sur le bord de la route, il a coloré une partie de l'expérience. À partir de là, j'ai la certitude que l'expérience ne peut pas être 100% exacte. Je sais qu'une partie de l'expérience a été colorée, qu'une partie de l'expérience a été fantasmée par mon cerveau. Mais quelle est la part de vrai et quelle est la part du fantasme? Si le fantasme peut ajouter des voix et me laissant sous-entendre que des gens me parlaient, est-ce que je n'ai pas simplement fui en courant dans le champ et j'ai fantasmé le mouvement d'agression et tout le reste? Et comment t'expliquerais le soulèvement de terre quand l'auto aurait pu te frapper? Je n'ai pas d'explication, tu comprends? Ouais. Mais je sais qu'une partie de l'explication est de ce type-là. Et je n'arrive pas à expliquer le reste. Mais je sais qu'une partie, et pour ça que je te disais, bâti sur un mensonge, je sais aujourd'hui, 60 ans, 50 ans plus tard, qu'une partie de l'expérience a été fantasmée par un mécanisme de cryptomnésie. Mais je n'arrive pas à expliquer le tout. Et crois-le ou non, il y a un petit dernier volet. À un moment donné, j'ai fait mon deuil. J'ai dit, c'est comme ça, j'accepte ça. Et puis, des années après, je suis ici au 98.5. Je rencontre un dénommé Jean-François Guy, qui est chroniqueur de sportif d'automobile. Et il me dit, Christian, j'ai entendu parler de ton histoire. Puis il dit, tu sais, le champ où ça s'est produit, ton affaire? Je dis, ouais. Il dit, c'est en arrière de chez nous. Quand j'étais gamin avec ma sœur, on n'allait jamais jouer à cet endroit-là parce qu'on avait toujours l'impression qu'il y avait des gens. Wow! Donc, tu vois, c'est comme Wow! bang, rebondissement.
Et en 2016, je me rappelle, avec Jean-François Guay, pour la date anniversaire, on était retournés tous les deux ensemble dans le champ, à l'endroit où ça s'est produit. Mais bon, c'est vraiment une histoire incroyable et toute ma vie a basculé à partir de cet événement-là.